Bonjour à tous et merci de toujours suivre le 12h30 de RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire du journal. Pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à Grand Bassam, la cité balnéaire, à la rencontre de Amenan, la centenaire. Et puis manifestation en France, plus de 3 millions de personnes protestent contre l'article 49.3 de la Constitution de 1958, toujours en vigueur, qui permet au Premier ministre de faire adopter un projet de loi, mais cette fois-ci un projet de loi sur la réforme des retraites qui crée toujours polémique. Merci encore de votre fidélité à RTI2. Et comme je vous le disais en titre, mars, mois de droits de la femme, nous en parlons, mais aussi de leurs regrets dans la quête de leurs droits. Elle était adolescente lorsque sa mère et d'autres femmes marchaient sur Grand Bassam pour libérer leurs époux en 1949. Amena était chargée de faire la cuisine pour ces femmes et leurs époux, emprisonnés avant qu'elles ne reçoivent la proposition des génies de son village pour les porter. Elle accepte sans peser le pour et le contre. Après la libération des prisonniers, cette décision va malheureusement bouleverser toute sa vie, du succès au déclin. Amena, aujourd'hui âgée de 104 ans, en a vu de vertes et des pas mûres. Et c'est Bintou Pekele qui est allé à sa rencontre à Grand Bassam. Le 22 décembre 1949, Amena a appris comme tout le monde que des femmes ont été arrêtées à Grand Bassam alors qu'elles marchaient pour la libération de leurs époux. Sa mère était parmi ces femmes. Ma maman était au pont. Elle est quittée à Assini pour venir pouvoir libérer leur mari. Je faisais des petits pas, je les amenais un peu à manger, puisque ma petite sœur était là. C'est ainsi qu'ils ont libéré nos papas. La mère d'Amena a eu recours au MAN pour la libération de leurs époux. Elle a laissé commission à ses soeurs qui sont au village pour dire « Ah, voilà un problème qu'on a. Aidez-nous pour que nos maris soient libérés. » C'est comme ça, et ils ont dansé jusqu'à 7 jours. Et quand on a libéré, ma maman allait les remercier. Depuis Sakassou, le village, une condition, porter les génies, était à remplir une fois la liberté accordée. Dans cette fratrie de 10 enfants, le choix des esprits s'est porté sur Amena. Dans un rêve, la Ganou est venue dire que il faut que tu danses. Et je dis, mais je ne suis pas clairvoyant pour dire que je vois clair. En tant que la Ganou, quand tu danses, il faut être clairvoyant pour pouvoir danser. Il a dit, bon, tu prends tel fait. Maintenant, tu vas, tu te laves 4 fois. Et quand j'ai fait, maintenant, je vois. Tout ce que va se passer, je vois. Et quand j'arrive, que les génies, on se croise, je vois. Elle a reçu le don de clairvoyance et celui de soigner. Puis, elle a mobilisé une dizaine de femmes pour danser la Djanou, une volonté des génies de Sakassou. La mission de ces femmes, assainir Grand Bassam et délivrer la ville des mauvais esprits. Quand on prend le carrefour de Bassam à la gare, on danse jusqu'à Moussou. Arrivé là, les génies qui sont là me disent, verse ton eau là ici bien. Si vous finissez de verser, allez-y dans tel endroit. C'est eux qui nous montrent où je dois passer. La renommée et le succès ont aussitôt souri à Amena et sa danse à Djanou. Elle se souvient de l'une des visites du premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, à Grand Bassam. Le président Houphouët est venu à Soyam pour célébrer le mariage de sa petite fille. On était présents. Et c'est nous, on a nettoyé devant, avant que le président ne vienne. Je m'arrête derrière la chaise de la personne et mes compagnons sont derrière moi. Et ça tape, je mets les médicaments, ça tape, je marche, je coupe les liens. Jeune fille, au moment du don, puis mariée pendant l'exercice de la Djanou, Amena est devenue veuve quelques années plus tard. Elle a passé toute sa vie à protéger et soigner les autres, sans planifier sa vie, sans rien recevoir en retour et sans réalisation aucune. Quand l'esprit vient, je ne vois pas. Et tous ceux qui ont bouffé mon argent, ils ne m'ont pas donné. La Ganou, le garçon ne mange pas son argent. De toute façon, je ne peux pas savoir à qui ils ont donné. Et les femmes là aussi ne vont pas me dire qu'ils ont donné l'argent à telle personne pour toi. Donc ça fait que ça m'a mis misérable. Voilà moi, comment je suis. L'ignorance a plongé la responsable de l'Adjanou dans la précarité totale. Aucun de ses 10 enfants n'a connu le chemin de l'école. Amena a perdu au total 7 de ses enfants. Et le dernier des 7 a rendu l'âme il y a juste 1 mois.
Léonie, sa deuxième fille, rêvait d'une vie différente avec la notoriété de sa mère. Puisque souvent je vois les femmes Abidjan qui dansent, qui sont bien, je me suis dit, bon, ma maman fait autant, ça va nous arranger un peu à pouvoir s'occuper de nous. Pour elle, ça n'a pas été le cas, ça a été difficile pour elle. Ça a été très, très, très difficile. C'est bon, je faisais pour pouvoir m'en occuper de ma maman et puis mes frères. Je ne sais pas si c'est conséquence d'Aganou ou bien c'est nous-mêmes, notre vie qui est comme ça. Aujourd'hui, âgée de 104 ans, l'ex-danseuse d'Adjanou est dans le regret. Elle a perdu l'usage des jambes. Elle ne voit plus ni dans le naturel, ni dans le surnaturel. Cette maison de fortune est sa seule réalisation. Même si on dit tu n'as rien, même au moins, tu peux dormir dans la maison, même en brique un peu, pas jusque là. Partout, il y a trou. Mais on dort là. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ma maman va rester dans ça, elle va mourir comme ça. Si quelqu'un qui est là, qui a pitié de nous, qui vient nous sauver, jusqu'à ce que ma maman va partir, qui se souvienne de nous, qui se souvienne de ma maman. Amina y passe ses jours avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son histoire, elle la raconte à plus d'un. Sans argent, la centenaire n'a pu accomplir toutes les volontés des esprits de l'Adjanou, parmi lesquels offrir des bêtes en rituel. Las d'attendre sans être nourris, les génies de l'Adjanou l'ont quitté il y a 3 ans. Ils ont emporté leur savoir, laissant Amina sans un sou, le remords à son comble, dans l'attente de la mort. Je n'ai pas su faire. C'est ça, ma vie a été bafouée et mes enfants. Je suis bouleversée. Je n'ai pas en profité. Je demande la mort, mais ça ne vient pas. J'aimerais que mon président se souvienne de moi. Et Bédié aussi se souvient de moi. Tant de Bédié, j'ai dansé à Ganou pour te montrer, pour que tu gagnes. Tu ne t'es pas souvenu de moi. Je veux que tu te souviennes de moi. Je vis encore. Alassane, vous aussi, vous êtes mon président. Certains de ses arrière-petits-enfants ont, eux, eu la chance de goûter à l'école, mais sans issue aucune. Tous se tournent vers la providence et les bonnes volontés pour briser le mythe de la lignée de Mémé Amena. Du courage à Dame Amenan Nguessan. En religion, à l'occasion du mois de Ramadan, les imams, en plus de leur fonction de guide religieux, s'investissent aussi dans d'autres activités annexes afin d'assurer leurs besoins quotidiens. Pourquoi cette option en plus de leur vocation d'imam? Le reportage de notre équipe qui a sillonné plusieurs communes dans un commentaire de Joël Gosset. Plus de sa profession de guide religieux ou imam, Hassan Kamara dispense des cours dans une école franco-arabe non loin du carrefour La Pompe dans la commune d'Abobo. Après les cours, il officie la prière de 13 heures, prodigue des conseils et fait des bénédictions avant de nous livrer les raisons de son choix. Mon quotidien est que chaque jeudi, je me rends ici pour dispenser les cours avec les élèves et après les cours aussi, on prie ensemble. Je m'entretiens avec les élèves aussi. Voilà, les montrer les bonnes moralités, surtout dans ce mois de Ramadan, comment les musulmans doivent se comporter avec ses frères musulmans et les non-musulmans, pour les apprendre à être social, à être utile pour la communauté et pour la société ivoirienne aussi. Toujours dans la commune d'Abobo, non loin de la mosquée Siaka Kone, l'imam Abdul Karim Touré a choisi d'occuper ses temps libres en exerçant le métier de coiffeur. Une activité qui représente beaucoup pour lui. En tant qu'un imam, on ne peut pas rester comme ça chez la solde des fidèles. Alors, il faut venir travailler pour pouvoir nourrir sa famille. Voilà, l'imam, ce n'est pas fait pour dire que non, l'imam ne doit pas travailler. Un imam est fait pour travailler parce que le prophète même travaille. C'est pour cela que je me débrouille dans mon atelier de coiffure, voilà, pour pouvoir nourrir ma petite famille. Un bon business, si tu as su faire. Imam Hafiz Zakaria Kone, fondateur d'un centre de mémorisation du Coran, lui consacre ses heures creuses à l'encadrement religieux des fidèles.
On appelle ça séance de mémorisation du Coran. Ils viennent, on s'assoit en cercle, comme vous voyez, et puis on les enseigne. On lit, ils répètent derrière nous, et après chacun lit, et on leur donne le devoir de mémoriser ce qu'ils ont appris aujourd'hui pour répéter ça demain, Inch'Allah, pour voir si ça a été mieux mémorisé. Parce que notre rôle ici, c'est de mémoriser le Coran, de faire en sorte que les enfants, aider les enfants à mémoriser le Coran, à porter le Coran à la tête. Ça, c'est notre mission principale. Face à ces initiatives des imams durant le mois béni de Ramadan, élèves, éducateurs et fidèles apprécient l'initiative de ces imams entreprenants. C'est un modèle encouragé parce que quelqu'un qui donne des coups et qui est imam en même temps, c'est un modèle à suivre. Je pense que c'est très bien. Il est beaucoup courageux. Il enseigne les gens ici à l'école. Puis pendant qu'il est imam aussi, il fait beaucoup d'efforts pour ça. Je l'encourage beaucoup pour faire ça. Ce que l'imam fait, c'est un bon exemple pour nous. Demain, si j'ai grandi, j'ai envie de devenir comme lui, Inch'Allah. En plus de leur vocation de guide religieux, nombreux sont les imams qui s'investissent de plus en plus dans des activités annexes pouvant leur garantir leur pain quotidien. De belles attitudes et initiatives encouragées pour leur autonomisation. Et toujours dans cette veine, rappelons que les fidèles musulmans ont entamé depuis hier jeudi 23 mars le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. À l'occasion de ce mois de pénitence et de dévotion à Dieu, le guide de la communauté musulmane, Aïma Cheikh Ousmane Diakité, a exhorté les fidèles à multiplier les prières pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et aussi à multiplier les actes de générosité. dont Sangaré et Pagassoro, Koné de Madongui, nous font le compte-rendu. Moment de dévotion à Dieu. Les fidèles musulmans ont entamé depuis ce jeudi 23 mars le jeûne du mois de Ramadan. Une occasion pour Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, d'exhorter les fidèles à la repentance et au recueillement. Il est une période qui nous incite à consolider la fraternité, la paix et la cohésion dans notre pays, à prier pour le bonheur et la prospérité de toutes les populations en général et de notre communauté en particulier. Aussi a-t-il invité imams, prédicateurs, fidèles et opérateurs économiques musulmans à promouvoir les valeurs fondamentales de la religion, la générosité, l'entraide et le partage, ce conformément aux principes et aux recommandations de l'islam. J'invite également les commerçants et distributeurs de produits de grande consommation à observer la modération dans leurs transactions commerciales, particulièrement en matière de fixation des prix des denrées de première nécessité. Ayez la compassion pour plaire à Allah et assurément Allah aura la compassion pour vous le jour des comptes. C'est dans la nuit du mercredi 22 mars que le croissant lunaire a été observé dans les localités de Mans, Biankouman et Vavois. Une observation marquant ainsi le début du jeûne musulman. Hors de chez nous, le gouvernement tchadien a été remanié pour la 5e fois hier jeudi depuis la nomination du Premier ministre Joseph Diranga Danadji en janvier 2013. Un remaniement marqué par l'arrivée au gouvernement du grand frère du chef de l'État, Daoussa Déby Itno. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le bilan de l'épidémie de la maladie à virus de Marburg, qui sévit depuis plus de 2 mois en Guinée équatoriale, a atteint 20 morts. Et puis en France, la Confédération générale du travail CGT a annoncé qu'il y a eu plus de 3 millions de manifestants en France. Le chiffre donné par la CGT pour la mobilisation du 7 mars est plus important depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.